Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Léa Lafleur, connue pour ses illustrations nantaises et son amour du rose. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, d'Instagram, d'astuces et de voyages. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast et cette artiste talentueuse, rendez-vous sur le site podcastlegoûter.com à la fin du podcast pour acheter l'illustration exclusive du mois réalisée par notre invité. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Bonjour Léa. Bonjour. Merci beaucoup d'être la première à te Sacrifier, oui c'est ça, pour le premier podcast de Le Goûter. Donc j'ai présenté un petit peu brièvement ton parcours dans l'introduction. Et là maintenant je vais te laisser la parole pour te présenter toi par rapport à ton parcours scolaire, tes projets, tes collaborations, choses comme ça. Ok. Alors mon parcours, donc moi j'ai fait une école d'art à Nantes qui s'appelle l'ISA. J'ai été diplômée en 2013. Donc j'ai fait un BTS de design graphique là-bas, une année de mise à niveau, 2 ans de BTS. Et après ça j'ai arrêté mes études et je suis partie vivre aux États-Unis. Donc j'ai fait fille au pair. J'étais dans le New Jersey, juste à côté de New York, pendant 1 an. Et suite à cette année de fille au pair, j'ai décroché un job à San Francisco. Ok. Donc du coup, je suis rentrée en France pendant 2 semaines. Pour changer les bagages. Faire la lessive. Et puis je suis repartie travailler à San Francisco pendant plusieurs mois. Tu faisais quoi là-bas ? On va dire que j'étais assistante d'une illustratrice paper artist. Okay. Donc quelqu'un qui travaille essentiellement avec le papier. Et on travaillait beaucoup pour... alors elle créait ses propres produits qu'elle vendait, mais on travaillait aussi pour, par exemple, de la publicité, des choses comme ça, du set design, créer des objets qui sont utilisés après sur des photoshoots ou des choses comme ça. Donc ouais, c'était une super expérience. C'était vraiment très cool. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc j'étais super contente de pouvoir travailler pour elle pendant ce temps-là. Et puis en plus San Francisco, donc c'était pas désagréable quoi. C'est ça. Ça c'est pendant 1 an, c'est ça à peu près ? Non, quelques mois à San Francisco. Après ça, je suis revenue en France. J'ai repris mes études. Cette fois, je suis allée à Bordeaux et J'ai fait une année dans les métiers du livre parce que je voulais me spécialiser dans l'édition jeunesse, entre autres. Parce que ça a toujours été ma passion et pour pouvoir avoir des stages en maison d'édition, il valait mieux reprendre ses études. C'était très difficile d'accéder à ce genre de poste autrement. Donc j'ai fait ça et puis ouais. Puis en plus je l'ai vu sur certaines stories Instagram, les livres pour enfants c'est un coup de cœur ça. C'est ma passion. Ouais, c'est vraiment ma passion, c'est un truc je pense que je rêverais un jour d'illustrer un livre pour enfants. L'écriture et l'illustration ? Pas forcément l'écriture, je préférerais laisser ça à quelqu'un d'autre. J'ai pas forcément j'aime écrire mais c'est pas mon domaine de prédilection, mais vraiment illustrer un livre pour enfants, un album pour enfants, ça serait le rêve. Parce que justement, on n'est pas forcément obligé de faire de l'écriture, parce que tu connais Tom Ogoma ? Je crois que j'ai un de ses Il a fait un livre, c'est À travers, moi j'ai découvert au festival d'Angoulême, et il n'y a pas une ligne, il n'y a pas un mot, c'est que des images. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on peut carrément, de toute façon, se contenter de l'illustration, ça suffit à soi-même, et pourquoi pas. Après... ça dépend, je pense, au public auquel on s'adresse vraiment. Ouais, c'est vraiment jeunesse que tu veux, donc... Disons que c'est album illustré, après c'est vrai que je suis plus attirée par le côté naïf de l'illustration jeunesse. Peut-être comme Owen Davet, tu connais ? Non, ça me dit rien. Il fait des... Alors c'est catégorisé dans... C'est Nobo Press. Ah ouais, ça je connais, ouais. Et en gros, c'est très catégorisé enfant, et pour autant, moi je sais, j'ai acheté tous ses livres parce qu'ils sont fous. Et il fait, chaque fois c'est un type d'animal, genre il a fait les ours, ou pas, je sais plus. Il a pas fait les requins ? Il a fait les requins, ouais. Shark Like Shark. C'est Nobro, je crois. Nobro. Le nom de l'éditeur. Ouais, je vais très bien dans si, maintenant je vois. Enfin, il a fait les animaux marins, en tout cas. Il y a un truc avec des requins. Ouais, il y en a 4 ou 5, des singes aussi. Ah, c'est hyper beau ce qu'il fait. Et pour moi, ça c'est l'illustration jeunesse. Ouais. Et pourtant, un adulte, Ouais, non, mais complètement. Mais après, c'est vrai que dans l'illustration jeunesse, il y a tout. Il y a vraiment tout. Et puis, je crois qu'en fait, on se le dit pas. En fait, on dit, ouais, c'est pour les enfants, mais finalement, c'est surtout pour les parents. C'est ma théorie. Je pense qu'il y a un côté de ça aussi. Quand tu vois tous les livres pop-up, les trucs avec... je veux dire, tu mettrais pas ça dans les mains d'un enfant, en fait.
Enfin, il y a certains livres, tu les... Au moins franchement, 10-12 ans, peut-être ouais. pas dans la jeunesse. Pas avant, pas tout de suite, quoi. C'est trop beau. Enfin, voilà. Donc du coup... Pardon, je t'ai coupé dans Non, non, mais c'est pas grave. Mais du coup, de toute façon, c'est à peu près la fin. Parce qu'après mes études à Bordeaux, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie travailler en Belgique, à Bruxelles, pour un autre paper artist. Parce que le paper art, c'est aussi une de mes passions. C'est un truc que j'ai jamais fait professionnellement, mais genre, j'ai toujours trouvé ça... Un jour, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai toujours adoré ça. J'en fais sur mon temps libre, mais voilà. Et du coup, j'ai travaillé pour un autre paper artist à Bruxelles. Pareil, on a beaucoup travaillé pour les spots publicitaires, pour la télé belge. C'était une expérience assez folle. On a travaillé avec les candidats de genre c'est Danse avec les stars belges ou des trucs comme ça. Donc c'était assez cool. Des gens que je connaissais pas du tout, mais quand même, c'était fun. Un peu éloigné du paper, mais ça reste quand même artistique. Complètement, mais en fait nous on créait tous les décors, eux ils tournaient genre un clip ou un truc comme ça et nous on faisait tous les décors et tous les décors étaient faits à partir de papier ou autre. Donc, ah ouais, c'est fou. Ouais, c'était vraiment, on a fait des trucs vraiment cool. On a aussi travaillé pour la Commission européenne sur des spots publicitaires, tout en papier, enfin c'était vraiment chouette. C'est quoi, enfin du coup en papier c'est quoi qu'on comprenne bien, c'est des origamis, c'est pas tellement, non c'est pas de l'origami, mais c'est vraiment, enfin ouais je sais même pas comment dire, c'est vraiment créer un objet en papier de A à Z. Après tu utilises de la colle, tu utilises des ciseaux, tu utilises du paper art quoi. Mais tu peux faire du 2D, tu peux faire du 3D, enfin au final avec le papier tu peux tout faire. Par exemple, ce que je faisais à San Francisco avec Chloé Fleury, elle fait aussi beaucoup d'illustrations. Ouais, vraiment, elle fait des personnages qui sont... Est-ce que c'est de la 2D? Je sais pas, mais en tout cas, à plat, quoi. Vraiment, tu vas découper le corps, puis tu vas découper les cheveux, puis tu vas mettre des yeux, puis une bouche, un nez, puis t'as une illustration à la fin, mais tout en papier. Bah, si t'as les liens, je mettrai en description leur site ou je sais pas. Ouais, pas de problème. Comme ça les gens pourront les voir. Ouais. Ouais, c'est vraiment très chouette. Enfin, ça s'est vachement démocratisé, mais à l'époque, moi c'était en 2013 ou 2014 quand j'ai fait ça, et il y avait pas 1000 personnes qui travaillaient là-dedans. Il y en a toujours pas 1000 d'ailleurs, mais... oui, c'est parti. Enfin, c'est fait très minutieux comme travail. Ouais, c'est un temps fou. Mais c'est vraiment cool. Et voilà, et puis après la Belgique, je suis partie en Allemagne. Et puis après l'Allemagne, la Hongrie. Donc tout en descente. Et en Hongrie, donc je suis restée 1 an et demi à Budapest. Et j'ai été freelance pendant à peu près 7 ou 8 mois. Et au bout de 7-8 mois, j'ai commencé un petit peu à en avoir marre. Toujours à Budapest. Toujours à Budapest. La barrière de la langue était hyper difficile là-bas. Voilà, et donc du coup, hyper compliqué de réussir à travailler là-bas en freelance. C'était vraiment... Puis d'ailleurs, le statut d'auto-entrepreneur en Hongrie était pas hyper développé. Et du coup, j'ai cherché du travail là-bas. Ok. Et au final, j'ai travaillé chez Vodafone. Donc, le téléphone, c'est... Ouais, compagnie télécom, quoi. Et j'étais graphiste chez Vodafone, au service marketing, pendant, pareil, à peu près 8 mois, un truc comme ça. Ah ouais, t'as beaucoup bougé en fait après les études et t'es partie... Ouais, j'aime bien. Et du coup, je suis revenue en France fin 2017. Donc là, on est en 2019. Ouais. Donc ça fait à peu près 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi, ouais, que je suis rentrée. À Nantes. À Nantes, avec tout. Et moi j'avais remarqué aussi dans ton parcours, tu fais pas mal de collaborations. Ouais. J'avais remarqué, moi j'aimais beaucoup le short avec Nick Ben. Nick Ben, pardon. Ouais. Et même là je vois il y a plein de petites... il y avait les blouses roses aussi à Nantes, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça c'était une collab qu'on a fait avec les éditeurs Gulfstream, qui sont des éditeurs jeunesse à Nantes. Pour qui j'ai notamment fait des stages quand j'étais étudiante dans les métiers du livre. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré les éditeurs. Et Gulfstream, en parallèle de créer des livres, ils font de la carterie. Donc ils font pas mal de cartes postales, d'affiches et de choses comme ça. Beaucoup sur les thèmes des animaux ou les thèmes marins, enfin des thèmes plutôt nature. Okay. Mais là, ils avaient voulu faire une collection du coup sur le thème de Nantes. Ils ont demandé à 10 illustrateurs nantais, il me semble, si je me trompe pas, d'illustrer Nantes. Et une partie des bénéfices était reversée aux Blues Roses. D'accord. Voilà. Oh, c'est cool.
Ouais, c'était vraiment cool, ouais. C'était un chouette projet. Et du coup, après tout ce parcours autour du monde, Ouais. on peut dire ça parce que t'as quand même fait pas mal de pays, est-ce que tu t'éclates dans ton travail? Oui, oui, je m'éclate dans mon travail. Disons que la partie créative de mon travail, vraiment, je m'en lasse pas de voilà, créer, dessiner, designer, peu importe comment on appelle ça, mais en tout cas, ça, je m'en lasserai jamais. Ça reste ma passion et je suis vraiment super contente de pouvoir vivre de ma passion. C'est une chance que tout le monde n'a pas et donc je suis hyper reconnaissante de ça et voilà, enfin, vraiment là-dessus, je m'éclate. Après, la partie administrative du travail, c'est vraiment pour moi un énorme point noir. Je pense qu'on partage un peu tous Ouais. ce point-là. Ouais, non, c'est sûr. Faire les déclarations, tout ça, c'est pas... Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui le vivent mieux que moi. Moi, j'ai une vraie phobie administrative. Genre, c'est vraiment l'idée de devoir faire une démarche, remplir une facture, enfin peu importe en fait, n'importe quoi, hein, même si je dois gagner des sous à la fin, mais rien que le fait de devoir le faire, je vais repousser mais indéfiniment. Je crois que j'ai jamais fait mes impôts à l'heure. Ça fait un peu genre, il faut que je le fasse, ça reste dans la tête. Ouais. Et ouais, je comprends. C'est vraiment, je vais procrastiner, mais... Mais tu sais que c'est là, et tu penses toujours à ça. Ah, mais j'y pense, bien sûr, tu y penses en te couchant le soir, tu y penses en te réveillant le matin. Et une fois que tu l'as fait, tu te dis, c'est pas si compliqué en fait, ça m'a pas pris tant de temps que ça. Mais je sais pas, il y a je fais un blocage là-dessus, c'est énorme. Moi j'avais ça aussi, mais je me suis instauré genre le mercredi, je sais que c'est mon jour administratif. Et je sais que le mercredi c'est moins cool, mais j'ai d'autres à côté, mais je sais que voilà, le mercredi matin, je fais des petites facturations, des petits trucs. Ah ouais. Et bah voilà, après ça, j'ai tout le reste de la semaine pour... Donc demain c'est moins cool. Demain c'est moins cool, c'est vrai. Je vais pas dire ça. Mais non, bah ouais, je sais pas, faut que je sais pas, des fois je pense à carrément déléguer quoi, déléguer la partie administrative. Bah si tu peux, il y a pas de... Bah ouais. Parce que moi je viens plus dans l'entrepreneuriat et c'est vrai que quand tu sais faire une chose et que ça te prend du temps et que t'aimes pas le faire, ouais. mais que tu sais le faire, ouais. Tu peux le déléguer à quelqu'un parce que tu sais comment ça fonctionne, mais ça te permet d'avoir plus de temps sur... Complètement. Puis surtout si ça t'embête, autant le déléguer quoi. Ah ouais, mais c'est vraiment un truc, ça me... Je suis allergique. Donc du coup là donc là on a fait le tour, je pense, de ton... T'es freelance toujours ? Hein ? T'es toujours freelance ? Ouais, je suis freelance, je suis à temps plein, à mon compte. Enfin à temps plein. Quand j'ai envie. C'est ça, c'est le principe. Ouais. Je suis peut-être à 80%. Bah c'est bien. Ouais, non, et 20% de voyage. Ouais, alors oui, c'est vrai que je voyage énormément. Peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. On en parlera plus tard, je pense. Miam 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 miam. J'accueille les personnes qui arrivent directement pour savoir comment Léa s'inspire, quel est son univers. Donc je renvoie à l'article sur le room tour, parce que là je suis dans l'atelier, en fait, là où tout se passe, tout se crée. C'est très joli. Merci. J'aime beaucoup. Donc petit teasing pour ceux qui n'ont pas lu l'article, allez le voir. Et donc du coup j'aimerais savoir, du coup on a un petit peu parlé de voyage, on en parlera un petit peu plus tard, tu m'as dit. Ouais. Mais moi je voulais parler de couleurs. Je pense que tu vois de quelle couleur... Il y en a un tout petit peu autour de moi. Un petit peu. Je vais parler du rose. Ouais. D'où ça vient? J'en ai aucune idée. Ok, j'en ai vraiment aucune idée. La seule chose que je peux dire, c'est que quand j'étais enfant, j'avais horreur de ça. D'accord. Quand j'étais petite fille, vraiment le rose... C'était catalogué cliché. Voilà, c'était non, toutes les filles elles aiment le rose, moi j'aime pas le rose parce que je veux être différente. Et donc tout sauf le rose, j'avais horreur de ça. Je pense que j'ai toujours aimé les couleurs pastel et tout ça, mais le rose était vraiment banni de mon... de ton univers. Ouais, je sais pas, j'en voulais pas. Et je sais pas si c'est ce rejet du rose en bas âge qui a déclenché, je sais pas, une passion compulsive à l'âge adulte, mais ouais, ça fait un moment maintenant que je pense que je suis tombée là-dedans. Je dirais que ça doit bien faire 10 ans maintenant que j'adore le rose et je me rappelle ma mère m'avoir dit Léa, arrête de tout acheter en rose parce qu'un jour tu vas t'en lasser. Et j'ai dit non, je m'en lasserai jamais et je sais pas si je m'en lasserai un jour, mais... Il y a plein de nuances de rose aussi, là je vois les... Ouais. Alors j'aime quasiment toutes les nuances de rose, j'aime pas vraiment les couleurs fluo, j'aime pas trop les trucs flashy, peut-être pas trop le rose fuchsia, mais j'aime le rose, mais vraiment, ouais, je sais pas, c'est une
c'est une trop jolie couleur. Mais j'aime les couleurs en général, en fait. Donc le rose t'inspire. Le Tu rose vois quelque chose de m'inspire. rose, tac. Ah, mais j'ai un radar. Tu me lâches dans un magasin et qu'il y a un truc rose, je vais me diriger. Direct Je dessus. le vois, mais je sais pas. Peut-être que c'est une couleur qui est captée. Ça reste comme assez unique dans l'univers des couleurs. Généralement, quand tu regardes dans la rue, c'est quand même très sombre, Ouais. comme couleur froide, du bleu, beaucoup de noir d'ailleurs. Mm. Et même les bâtiments sont souvent gris, beige, donc Ouais. un peu de rose, ça doit tout de suite... Ah, mais alors dans l'architecture, c'est un truc de fou. Quand je voyage quelque part, je pars avec une copine ou quoi, elle me dit oh Léa, tu vas voir et tout, il y a un immeuble rose. Je dis oui, ça fait 10 minutes que je l'ai vu. je le vois à 8 km, je sais d'avance. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré, entre autres à Budapest, c'est qu'il y avait énormément de bâtiments roses en fait. Plus on va vers l'est, plus je trouve qu'il y a de couleurs dans l'architecture. Et ça, c'est un truc qui me manque énormément à Nantes, quoi. Que ce soit sur les façades, on est hyper restreint, je crois, par la loi au niveau des... En plus, il y a beaucoup de bâtiments historiques, donc je pense Ouais. que ça doit quand même restreindre. Ouais. Et même au niveau des portes, par exemple, tu vois, genre quand tu vas en Angleterre ou en Irlande ou quoi, ils vont peindre les portes de plein de couleurs différentes. Rien que ça, tu vois, cette petite touche, ça me manque. C'est vrai que là où il y a plus de couleurs enfants, je pense c'est vers le sud, Toulouse. C'est Ouais, la ville c'est rose. la ville rose, j'y suis jamais allée. Ça. C'est le comble. Bon, bah, prochain voyage, Léa, ville rose. Je vais absolument y aller, mais tout le monde m'a dit t'attends pas à ce que ce soit vraiment rose. Donc, mais j'aimerais beaucoup découvrir parce que ça a l'air d'être une ville très chouette. Les maisons de couleur rose, je pensais plutôt genre à l'Italie. Genre il y a plein de couleurs Ouais. vers Venise et compagnie. Là, il y a Burano, Verano, enfin je sais pas si tu es déjà allé par là-bas, mais c'est très coloré. Ce coin-là, pas trop, mais j'étais là le mois dernier, ou non, celui d'avant, je sais plus. J'étais à Bologne, je suis allée voir Anne-Sophie Loret, copine illustratrice, et elle vit à Bologne, et là-bas, il y a beaucoup de maisons, ouais, ça va entre le jaune, le ocre, le orange, un petit peu de rose. C'est tellement agréable dans le paysage. C'est vrai. C'est que, en plus, je pensais, enfin, je sais presque rien à voir, mais par rapport aux couleurs, j'ai lisé un article qui disait que avant, les églises étaient toutes pleines de couleurs, Ouais. et les statues antiques aussi. Elles n'étaient jamais été blanches, elles étaient toutes peintes, genre Elles de étaient couleurs peintes, et ouais, tout. c'est vrai. Et c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude. Par exemple, à Nantes, il y a la cathédrale qui est grise. C'est un peu tristoun. Mais avant, c'était complètement peint de plein de couleurs et tout. Et ça peut être... Ouais, c'est vrai. Bah, moi, c'est vraiment un truc, je trouve, qui manque dans le paysage urbain. Mais ouais, il me semble que c'est une question de culture, peut-être. Ouais, une question de culture. Puis il y a toutes les lois au niveau de l'architecture, là. Tu sais, tu peux pas tout... Tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Si tu veux repeindre ta maison, tu dois avoir des panels de couleurs où tu dois choisir. Et du coup, pour faire un rebond par rapport à ça, ou par rapport aux couleurs dans l'architecture, est-ce que c'est pour ça que est-ce que c'est pas les couleurs qui sont dans la vraie vie, entre guillemets, dans tes illustrations? Je pense à l'éléphant, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que tu dis, tiens, je vais me réapproprier le truc et mettre mes couleurs pour Complètement. Ouais, c'est... Enfin, j'y avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est un de mes trucs. J'aime beaucoup transformer les couleurs. Sur mes illustrations, ça sera jamais la vraie couleur du ciel ou la vraie couleur de l'herbe ou même du bâtiment en lui-même. J'aime beaucoup modifier ça. Déjà parce que je pense que c'est tout l'intérêt de l'illustration. Je veux dire, si je voulais reproduire à l'identique, je ferais de la photo. C'est ça. Et après, voilà, il y a des gens qui font de l'illustration réaliste et je trouve ça très cool aussi. Mais moi, je pense que c'est ma... Touch. C'est ma petite touch. Et puis ouais, ça me permet de m'imaginer comment ça serait si, si tout pouvait être rose ou pastel dans mon monde. Parce que je pense au passage Pommeret. Ouais. C'est vrai que quand on l'a pas vu en vrai, on peut se dire, ouais, c'est peut-être comme ça dans le truc, parce que c'est... Enfin, je sais pas comment tu travailles en termes de couleurs, moi je sais que c'est le pire truc, mais elles répondent ensemble, enfin je sais pas, elles vont bien ensemble, genre... Alors moi, je choisis toujours ma palette avant de commencer l'illustration. Donc je crée ma palette d'abord. Tu prends une photo et tu prends un truc... Voilà, alors soit j'ai vu une photo, j'ai vu un dessin, j'ai vu quelque chose où les couleurs m'ont inspiré et je vais aller chercher avec la pipette. Ensuite, je vais compléter, par exemple, je sais pas, des fois j'ai une jolie gamme de orange et de vert et puis tout d'un coup je me dis j'aimerais bien un petit peu de violet ou quelque chose en plus. Je vais créer toute ma palette sur Illustrator et je me la fais et dans la bibliothèque de couleurs et vraiment sur mon plan de travail, quoi. Je vais mettre
Je vais faire des ronds, Moi, je des fais des cercles. carrés, mais... Voilà, et je les mets à côté. Ça me permet vraiment du coup de pouvoir voir, il me manque une nuance un peu plus claire, il me manque une nuance un peu plus foncée, etc. Et une fois que j'ai ça, je commence mon illustration. Et des fois, au cours de l'illustration, je modifie ma palette parce que je m'aperçois que finalement, il me manque une nuance supplémentaire, ou au final, c'est un peu terne, j'amène autre chose. Mais j'ai besoin d'avoir ma palette préfaite. Du coup, donc on reprend l'univers. Donc dans l'univers de Nantes, Ouais. j'ai remarqué qu'il y a quand même une bonne communauté nantaise d'artistes. Ouais. Je sais pas si ça se retrouve dans toutes les autres villes, Je mais sais pas. j'ai l'impression que vous avez quand même un bon feeling entre vous. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ouais, il y a un truc, il y a une petite bande. Après, ça s'est fait hyper naturellement. Enfin, moi, quand je suis revenue à Nantes, du coup, j'ai rencontré des personnes avec qui j'avais communiqué sur Instagram depuis un moment sans s'être jamais vue. Et entre autres, Marion Point, qui est illustratrice, avec qui j'avais un petit peu échangé, parce qu'on avait bossé pour des clients similaires, mais tu vois, sans s'être jamais vue. Anne-Sophie également, et puis Alix qui tient le studio Horty à Nantes, qui fait du coworking chez elle. Alors maintenant le studio Horty va devenir bande à part, donc je veux pas dire de bêtises. Voilà, elle a lancé un nouveau truc, mais en tout cas elle fait du coworking, et en fait c'est vraiment comme ça qu'on a commencé à créer des liens. C'est qu'on s'est retrouvés une fois par semaine chez elle, on travaillait ensemble, et du coup petit à petit, ça a créé une bande, mais c'était pas voulu et c'est pas exclusif, et on est toujours prêt à rencontrer d'autres personnes et à accueillir d'autres personnes. Mais du coup, c'est vrai qu'on a notre petit quatuor de choc. Du coup, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont sur Nantes ou la région nantaise, ils peuvent vous contacter directement sur... Pas moi directement, parce que c'est pas moi qui organise ça, mais Alix, ouais, ils peuvent rejoindre la bande. Sur Facebook, sur Instagram, tout ça, il y a toutes les infos, mais ils peuvent faire partie de la bande. Et Alix, elle poste une fois par semaine un coworking. Il faut s'inscrire en ligne, et c'est 3 € la demi-journée. Et puis voilà, tu peux venir travailler, et c'est super sympa, c'est une super bonne ambiance. Et le goûter avec ? Et des fois, souvent il y a le café, le thé, et puis ça arrive qu'il y ait des chouquettes. Mais bon, je veux pas m'engager à sa place. Moi, j'avais une dernière question sur ton univers. Je reviens sur le rose. Ouais. Est-ce que tu fais du rose parce que ça te plaît, ou est-ce que tu sais que le rose plaît parce que tu as dû récupérer une communauté de personnes intéressées par le rose ? Est-ce que tu te sens pas des fois limité par cette couleur-là ? Pas du tout, non. Alors, je fais vraiment du rose parce que ça me plaît. Je le fais pas du tout pour les autres. Et même, je pense que je me ferme certaines portes parce que je suis un peu catégorisée, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais girly. D'accord. Par les clients. Donc, je vais avoir beaucoup de clients féminins, enfantins, enfin, comment dire, dans des univers féminins, des univers enfantins. Et souvent, on va me dire ah bah oui, toi Léa, ah oui, c'est très rose, c'est très girly, donc peut-être que tu sauras pas faire autre chose. Donc ça t'enferme un petit peu quand même Ouais. dans un que t'aimerais, enfin, pourtant qui n'existe pas. Non, qui n'existe pas, parce que je m'adapte absolument à mon client et à la demande. Après, c'est sûr, si demain il y a quelqu'un qui vient me voir et qui veut un truc très masculin et très dark, je suis peut-être pas la bonne personne à contacter. Mais ça m'est arrivé, cela dit, de faire des choses pour des marques de pièces détachées de moto, donc rien n'est impossible. Moi, ce que j'aime, entre autres, je travaille beaucoup avec la Suède, et ce que j'aime, c'est qu'ils ont pas ce genre de... Bleu garçon, Voilà. rose fille. Ils ont pas du tout ce genre de clichés ou de connotations aux couleurs. Par rapport au rose, c'est vraiment un choix de ma part. C'est pas du tout quelque chose que je m'impose, c'est vraiment une envie. Mais moi, j'estime pas qu'en utilisant du rose, je devrais me contenter de faire des choses que pour les femmes ou les enfants. Je pense que le rose peut s'appliquer à tout plein d'autres univers. Et après, je suis pas du tout... Enfin, j'utilise pas non plus du rose systématiquement. En revanche, je vais rester quand même dans des teintes très colorées, très... Voilà. Pastel ou ouais, je sais pas, enfin des teintes assez lumineuses, mais ouais, je pense pas que ça ait un... Enfin, je sais pas. Non, c'est vrai. Parce que moi, je sais que j'ai du rose là, Ouais. Sur les baskets, j'ai du rose, il n'y a pas de connotation... Non, et je trouve ça un peu dommage, c'est un truc contre lequel j'essaie un petit peu de me battre, quand on me dit... entre autres, quand on considère que mon travail est girly, c'est vrai que c'est un truc qui m'érisse un peu les poils d'entendre ça, parce que
parce qu'en 2019, voilà. Mais c'est une couleur en fait. Et Oui. j'ai jamais pensé qu'une couleur avait un genre. Je sais pas, c'est quelque chose qui me... Quand je vois une couleur, je me dis pas... Ouais, je pense que les gens vont pas si loin que ça. Enfin, Je généralement, sais ils prennent du noir, du bleu, du blanc s'il y a besoin, du gris, et mettre des couleurs. Enfin, je sais que pour avoir voyagé un petit peu, enfin, typiquement à Londres, tu mets n'importe quoi, n'importe quelle Ouais. couleur, Je les gens s'en foutent, je et pense tant qu'il y a une mieux. ouverture d'esprit ailleurs qui est pas forcément la même que chez nous. Pourtant, on n'est pas très loin. Hein. Non, Londres, non, mais je pense que... Je sais pas, après, peut-être que je me trompe, mais je vois pas beaucoup d'hommes porter du rose dans mon entourage. Et entre autres, les maillots de bain que j'ai fait pour cette marque suédoise, j'ai récupéré des exemplaires, ce qu'on m'en a offert, et je les ai offerts à genre mon père ou mon frère, et leur réaction, elle a été assez... Enfin, tout de suite, j'ai bien vu que le modèle bleu les intéressait beaucoup plus que le modèle rose avec des flamants roses, quoi. Enfin, pourtant, à la plage, c'est quoi. cool, quoi. Enfin, Ouais, c'est faut cool, mettre des c'est couleurs. unique, c'est puis, enfin, je trouve que ça change, mais bon, après... Les goûts, les couleurs. Voilà, ça se discute pas. Miam 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 miam. Ah, du coup, là, on va entrer dans la troisième partie un petit peu de cette interview. C'est tout ce qui est lié à ta technique. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Tu as parlé d'Illustrator tout à l'heure. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Procreate qui était apparu un petit peu dans tes outils il ma n'y a pas vie. très longtemps. Ouais, donc moi je travaille sur ordinateur, donc sur Mac avec la suite Adobe, donc Illustrator, InDesign, Photoshop quand il le faut. Quand ça fonctionne aussi. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'affinité avec Photoshop, mais Illustrator principalement, en tout cas pour les illustrations bien sûr, avec une tablette Wacom, je sais jamais comment ça se dit, c'est une Intuos Pro. Très dernièrement, j'ai acheté un iPad, j'ai succombé et j'avais vraiment envie d'essayer Procreate, je voyais tout le monde l'utiliser autour de moi, ça m'a trop donné envie. Et j'ai craqué il y a quelques mois, là, il y a 2-3 mois, et sans regret, j'adore, je suis fan. Est-ce qu'il faut savoir un peu dessiner quand même pour faire du Procreate? Parce que moi je sais que je n'utilise que des formes du coup sur Illustrator, et Procreate il y a quand même le dessin, enfin le geste du dessin qui fait que... Je pense que Procreate c'est ce qui se rapproche le plus de dessiner avec un crayon et un papier, quoi. Enfin vraiment on retrouve... Enfin finalement en fait on se dessine sur le Procreate et on se dit ouais je pourrais le faire... Je pourrais le faire directement sur papier, mais il y a tout l'intérêt après d'avoir un dessin numérique, etc. Mais oui, il faut, je pense, beaucoup plus de compétences de dessin, parce que du coup, tu perds le côté géométrique que peut avoir Illustrator, tout ce qui est flat design, tout ça, je trouve qu'on peut plus maîtriser avec Illustrator. Enfin, moi, en tout cas... Ouais, pour tout ce qui est architecture, je préfère continuer d'utiliser Illustrator. Et avec Procreate, je m'amuse plus à faire des choses que je ferais pas habituellement, genre style, tu peux choisir de faire de la gouache ou de l'aquarelle ou du crayon de bois, des choses comme ça, donc des choses un peu plus... Donc ça t'ouvre un univers que tu n'aurais pas forcément eu sur Illustrator. Bah non, ça se rapproche en fait de Photoshop, je crois, que Photoshop, tu peux télécharger ce genre de brush qui reproduisent... des effets comme ça, style craie, ou style pastel ou autre. Le rayon de lumière, des trucs. Voilà, mais Photoshop, vraiment c'est un logiciel, j'ai jamais trop réussi à prendre la main dessus, alors que Procreate, pour le coup, c'est hyper simple. Justement, tous ces logiciels, t'as appris à t'en servir toute seule ou c'était quand t'as fait tes études à Lisa Bah, la suite Adobe, ouais, j'ai appris à Lisa. Parce que moi, je suis rentrée en études d'art en pensant que j'allais dessiner crayon et papier indéfiniment. Okay. J'adorais dessiner à la main et je voulais absolument pas arrêter. Et au début, Illustrator, Tu voulais pas? Je voulais pas, non. Même je disais, voilà, je le fais parce que c'est mes études, mais quand je rentre chez moi le soir, je continue de dessiner avec mon crayon et mon papier. Et puis bah, finalement, une chose en entraînant une autre, je suis devenue complètement... addict d'Illustrator, mais oui, c'est complètement à Lisa que j'ai appris, et Procreate, bah du coup non, toute seule. Et avec du recul, tu dis c'est quand même plus professionnel d'utiliser tout ce qui est logiciel en termes de travail, de rendement, parce qu'il y a forcément des trucs où tu te rends plus rapidement que d'autres. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand tu dessines à la main, sur papier, ensuite il faut gérer tout ce qui est scan,
nettoyer le fichier, coloriser le fichier, etc. On en revient toujours à Photoshop, que je déteste. Donc déjà, ça, c'était très compliqué. La deuxième raison, c'est aussi parce que je dessine beaucoup de choses symétriques. Quand je dessine, par exemple, quand j'ai dessiné le palmarium, la serre du jardin des plantes, je dessine la moitié gauche, et une fois que j'ai fini la moitié gauche, je copie-colle la moitié droite. Oui. Je suis désolée de dire ça, mais... Tout le monde fait ça. Voilà, je veux dire, je vais pas m'amuser à dessiner à l'identique la même chose, et du coup, je m'économise 50% du temps. Donc, c'est vrai que les gens qui nous écoutent savent peut-être pas comment ça se passe en coulisses. Spoiler alerte. Mais oui, généralement, quand t'as des trucs symétriques, il y a que 50% du travail, entre guillemets, qui est fait. Ouais. Après, il y a tout le travail de bien coller les choses en... Bien sûr, et puis après, si t'es un petit peu malin, tu vas gérer un petit peu tes ombres, tes lumières différemment, tu vas modifier 2-3 détails d'un côté et pas de l'autre, et puis voilà, ça te donnera moins l'impression que t'as 2 fois la même chose, mais ouais, sensiblement, CTRL-C, CTRL-V, ça marche très bien. Parce que du coup, alors c'est un peu une transition bizarre, mais le fait de travailler sur des formats informatiques, ça permet de choisir la taille en pixels de tes fichiers, et donc on arrive sur tout ce qui est Instagram et compagnie. Et alors je sais pas comment tu fais pour faire un Instagram aussi propre. C'est régulier, c'est propre. Quand on regarde, il y a une cohérence visuelle, c'est joli, c'est parfait. Ça, je sais pas comment tu fais ça. C'est de la magie. Et du coup, est-ce que tu as des petites astuces pour le public et surtout pour moi? Comment tu fais les... Comment je fais? Alors... T'as un planning, t'as des... Alors, j'ai pas vraiment d'astuces. Enfin, j'ai pas de, on va dire, de solution miracle. Une chose, c'est, je pense, se définir un univers coloré et s'y tenir. Donc toi, le rose, comme ça te fait une ligne directrice. Voilà, le rose, mais même sans parler du rose, j'ai quasiment toutes mes photos sont retouchées pour être hyper lumineuses, beaucoup de blanc, beaucoup de couleurs vives. Il y a très peu de teintes foncées, sombres. Tu vois, par exemple, des fois je vais me balader en forêt, je vais faire une super jolie photo, mais je la mets pas sur mon feed parce que des arbres verts sur mon feed, non, ça va pas. Oh, le vert et le rose, ça va quand même plutôt bien ensemble. Ouais, mais tu vois, enfin... Je sais pas, le feed il est développé d'une certaine façon que j'ai que des choses très, très lumineuses, et que si tout d'un coup je viens mettre du vert foncé en masse, alors une petite touche de vert foncé oui, mais tu vois par exemple un arbre, ça fait tout de suite une tache sur mon feed, et genre je peux pas. Voilà, ça me stresse, et du coup je partage pas tout, je prends beaucoup de photos et je partage 10% de ce que je prends. Ah oui. Parce que je veux absolument garder cette cohérence visuelle. Et j'utilise une deuxième application en parallèle d'Instagram qui s'appelle Preview. Mais il y en a plein d'autres qui existent. Voilà. Pour voir à quoi ça ressemble, si t'en poses plusieurs. En gros, je poste d'abord sur cette application, je regarde à quoi ça ressemble. Si ça me plaît, je vais sur Instagram. Et si ça fonctionne pas, j'essaie de trouver la photo qui va s'accorder avec les autres. Avant, je le faisais pas. Et puis dernièrement, je me suis dit, tiens... En fait, avant, je faisais un truc où je postais une photo hyper tard au milieu de la nuit, quand personne n'est connecté. Et puis, si je me rendais compte que ça n'allait pas, je la supprimais rapidement. Et après, on m'a dit, non, mais en fait, Léa, il y a une application où tu peux faire ça. Donc, ça va, t'aurais pu aller jusqu'à développer un deuxième compte parallèle pour tester les trucs en privé, mais ça peut être une astuce. Non, mais du coup, voilà. Donc, garder une cohérence visuelle, je pense que ça se passe vraiment par se limiter dans... Faut pas tout mettre. Dans l'univers et la palette colorée, je pense vraiment se tenir à ça. Et du coup, tu utilises peut-être d'autres photos en story, par exemple? Ouais. Ou IGTV, je sais pas si tu utilises IGTV. IGTV, j'ai jamais fait. Mais les stories, ça fait 1 an que j'en fais. Ma première story, elle date de décembre 2000... Ah, que je dise pas de bêtises. Décembre 2017. Donc les stories, ça fait 1 an à peu près que j'en fais, un peu plus d'1 an. Moi je crois que je t'ai connu à travers une story, c'était l'année dernière en mai, si je dis pas de bêtises, pour le challenge des 36 Days of Type. Ah oui, carrément. Et j'ai pas c'est à peu près l'époque où je commençais à faire de l'illustration. Ouais. Je suis tombé sur ce challenge là, donc j'ai regardé un peu ce qui se passait. Et je sais plus quelle lettre c'était, mais tu partais en voyage en plus quelque part. J'étais à Stuttgart. Voilà. Ouais, et ouais, ça c'est cool aussi. Après, pour revenir à Instagram, mais pour développer en tout cas sa présence en ligne. La preuve, ça marche. Moi, je te connaissais pas du tout avant. Puis dans le challenge, j'ai trouvé ton alphabet. Ouais.
Et j'ai fait, ah, c'est pas mal ça et tout. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je peux pas participer à tous ces trucs-là. Il y en a énormément toute l'année, hein, des challenges. Il y a aussi le October Ink, qui est peut-être un petit peu plus destiné à des gens qui travaillent justement sur le papier. Quoique j'ai vu des designers le faire, donc si t'as vraiment envie, je pense que personne va te jeter la pierre. Puis après, les challenges qu'on se fait, moi je sais que là, je vais bientôt me lancer d'un challenge de 6 mois, tout seul. Enfin, je vais me faire tous les 2 jours, je vais essayer d'illustrer une porte. Je kiffe ça, les portes. Ça, c'est cool, j'adore les portes. Voilà. Tu sais que j'ai un compte sur les portes. Sérieux ? Un compte Instagram avec que des dessins de portes. Ah bah, j'essaierai d'être dedans. Non, j'ai envie de faire un truc, les portes, je trouve ça... J'aime bien les escaliers et les portes. Ouais. Mais faire des escaliers, je trouve ça chiant. La perspective. Voilà, c'est trop dur. Alors que des portes... En fait, j'ai trouvé le... Je sais pas si t'as déjà vu le Windows of New York. Ouais, j'allais t'en parler. Et j'ai fait... Ah, c'est trop cool. Et je vais pas refaire des vitres, enfin des fenêtres, et j'ai envie de faire des portes. Mais pas des portes forcément qu'on voit... Genre, je pensais à Gringotts, genre faire des portes un peu genre Harry Potter, des trucs c'est cool. Ouais, tu peux faire des portes célèbres aussi. Tu peux faire la porte de Friends. Ouais, ah ouais, si. Ça. Bah, normalement, quand le podcast va sortir, j'aurai commencé le challenge. Donc surprise. Mais ouais, bah oui, non, mais c'est vraiment cool de se lancer, de se challenger soi-même aussi, je trouve, pour sortir aussi un petit peu des fois des commandes des clients et s'amuser un peu. Et je trouve que Instagram, il faut que ça reste fun. Ouais. Je pense que moi, il y a eu une période où j'en avais un peu marre de poster parce que finalement, je me mettais un peu trop de pression sur... je postais que du pro, que du dessin, que du pro, que de la créa. Et en fait, t'as pas toujours un truc à poster. Et du coup, tu te mets une pression de malade. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, finalement, peut-être qu'une fois de temps en temps, j'ai le droit de mettre une photo... de toi, ce que j'ai fait dimanche, ou de mes fringues, ou de ceci, de cela, du moment que je reste dans cette fameuse palette de couleurs et tout ça, et que ça jure pas avec le reste, finalement, ça peut fonctionner. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais. Je mixe le pro, le perso. En story, je raconte beaucoup plus de conneries que sur mon feed. Parce que les stories, voilà, c'est 24 heures, et que tu peux te permettre de poster une story qui est pas forcément... absolument parfaite esthétiquement, et tu peux un peu plus t'amuser, enfin voilà, moi j'aime bien. Au début j'ai eu du mal à m'y mettre, au début je voyais pas trop l'intérêt des stories, puis je pense qu'il y avait une surutilisation du boomerang aussi qui me rendait un peu épileptique, mais finalement je trouve que les gens ont petit à petit réussi à genre vraiment utiliser cet outil pour partager différemment, plus spontanément, parce que Instagram initialement c'était quand même hyper spontané, Instagram, le tout début d'Instagram. Je prends une photo, je la poste. Tu prenais la photo via l'application, donc il y avait quand même cette part de spontanéité qu'on a complètement perdue. Maintenant les gens font la photo limite sur leur appareil, qui s'envoient sur le téléphone, qui retouchent, machin. Du coup, je pense que la story ramène ça. Même les pros, entre guillemets, les illustrateurs, on travaille pas directement sur Instagram, on fait d'abord ça sur notre ordi, sur notre iPad, et après on le traite, on l'envoie sur un... Enfin moi j'ai une application qui peut traiter les images pour les mettre en je sais plus quel format, bref, et ça les envoie sur Instagram ensuite. Et qui te les met sur Instagram. Oui, c'est vrai, bah oui, tout ce qui est créa, forcément, t'es obligé de les réadapter au format carré, machin. Après, moi, au niveau de la photo, tout ce qui est posté sur mon Instagram, c'est pris avec mon téléphone. Retouché sur le téléphone. Ok. C'est... un filtre, et c'est... Ou même pas un filtre, j'ai une illustration principalement que j'utilise qui s'appelle VSCO Cam, qui est une application de retouche photo sur laquelle je vais retoucher ma luminosité, la saturation, tout ça, l'exposition. Et ensuite... Ouais. J'aurais une liste mes secrets de fabrique. Et ensuite, voilà, je poste. Mais honnêtement, enfin, il y en a qui ont des feeds magnifiques et qui postent des trucs, mais ils ont des appareils photo qui ont de la Wi-Fi, et l'appareil photo, tu prends ta photo sur l'appareil, ça l'envoie sur ton téléphone et tout, c'est cool. Mais franchement, si je devais me rajouter encore 2-3 étapes, je pense que j'abandonnerais. Ouais, puis il y a aussi moi je le sens, la pression Instagram, genre quand tu postes pas pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, tu repostes quelque chose, c'est comme si tu repartais de zéro en termes d'audience, j'ai l'impression. Ça dépend, je sais pas, j'ai du mal à comprendre Instagram, ça a tellement changé ces derniers temps. T'arrives à ne pas poster, te dire pendant 1 semaine je poste rien ? Je décide jamais de rien poster pendant 1 semaine, ça m'arrive de rien poster pendant 1 semaine malgré moi. Je décide pas, je me dis pas tiens je me fais une détox ou quoi, mais ça m'arrive, franchement il y a des moments dans la vie, genre je sais pas, il y a des fois t'es pas au top, t'as pas envie de partager ta vie, t'as pas envie de partager sur Instagram, enfin je sais pas, il y a ce côté quand tu partages ta vie en ligne. Moi l'autre jour on m'a fait la remarque, on m'a dit dis donc Léa, ça fait un moment que tu postes plus trop et tout. Ah ouais. Bah ouais, en fait c'est vrai, il se passe des choses des fois dans la vie, et
bah t'es pas au top de ta forme, ou t'es pas dans le mood, T'es juste ou, malade et t'as pas envie de... ou t'es malade, ou t'as pas envie, ou t'as rien d'intéressant à partager aussi. Il y a des fois, j'ai rien à prendre en photo. Et entre autres, quand le temps est pourri, la luminosité dans mon bureau, elle est mauvaise. Moi qui fais toutes mes photos avec le téléphone, genre, je veux dire, ça donne rien de bon. J'ai pas envie de partager, quoi. Enfin... Donc, oui, bref, Instagram, c'est toute une histoire. Mais c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps à passer. Autant que l'administratif ou... Ouais, plus même. Mais après, j'y prends plaisir. Je suis pas allergique. C'est pas la même chose. Comment tu gères... Parce que t'as une boutique Etsy. Ouais. Tu vends donc des produits, en plus des commandes que tu as de clients. Comment tu fais pour gérer les stocks ? Est-ce que tu passes par un imprimeur ? C'est toi qui l'imprime ? Est-ce que tu as des pertes d'imprimer, je sais pas combien t'imprimes en quantité, mais sans affiche, et au final tu dis mince, peut-être que je vais vendre que 2 de celles-ci. Et puis, Ouais, c'est sûr. Donc moi j'imprime à Sainte-Luce, donc à côté de chez moi, chez un imprimeur qui ensuite me garde pas... Enfin, c'est moi qui récupère mon stock. Mon stock, il est ici dans mon bureau. Carte postale, affiche, carnet, bloc-notes, enfin voilà, tout ce que j'imprime. Tu travailles en flux tendu, enfin en termes de stock, ou t'as de l'avance ? Tu sais que... J'imprime... Ça dépend des produits. On va dire que mes best-sellers, je les imprime en quantité. 10 000 exemplaires. Ouais. Non, quand même pas, on n'exagère pas, mais... non, des centaines, quoi. Des bonnes centaines. Et puis sur un nouveau produit, je vais le tester. Un nouveau produit dont je suis vraiment pas sûre, je vais le tester, je vais en imprimer une 50aine, un truc comme ça. Ça dépend du produit. Hein. Genre... carte postale et affiche, voilà. C'est pas le même... Non, les cartes postales, c'est pas le même investissement. Une carte postale, tu peux en imprimer une centaine, même si t'es pas sûr qu'elle se vend derrière, ça sera pas une grosse perte. Mais j'évite d'avoir de la perte, et puis j'évite d'avoir des stocks faramineux, aussi parce que j'aime bien changer mon... Comment dire ? J'aime bien changer mon offre. Entre autres, là, en ce moment, je suis en train d'épuiser beaucoup de mes cartes postales et je ne veux pas les refaire imprimer. Je veux faire imprimer des nouveaux designs. Déjà, parce que mon style a évolué. Puis j'ai envie de nouveautés, quoi. J'en ai un peu marre. Ça fait 5 ans que tu vends un design. Voilà, je me lasse. Donc du coup, sur certains produits, j'essaye d'épuiser. Et sur d'autres, par exemple, tout ce qui touche à Nantes, donc je le vends sur ma boutique Etsy et je le vends en boutique à Nantes, où là, je suis obligée d'avoir tout le temps du stock parce que les boutiques reviennent régulièrement en me disant « Léa, on a besoin de tant, et il faut que je puisse anticiper les boutiques plus la mienne. » Donc du coup, je suis obligée d'avoir une... Du coup, vous entendez, elle va bientôt plus vendre certaines cartes postales, donc allez sur sa boutique... Allez épuiser les stocks. Non, mais je pense que je ferai une annonce de toute façon prochainement avec peut-être une petite promo, mais ouais, sur certains modèles, j'aimerais bien me débarrasser. Ça me fait penser à ça, j'ai pas préparé ça, mais est-ce que tu fais des thématiques, genre par exemple là au moment où on enregistre, on n'est pas très loin de la fête des mères. Ouais. Est-ce que tu fais des codes promo pour Noël, fête des mères, Halloween, j'en sais rien. C'est marrant que tu me demandes ça parce que j'avais cette conversation ce matin même avec d'autres copines illustratrices où on parlait code promo et des choses comme ça. Et en fait, j'en fais quasiment jamais, voire même jamais. Je fais des fois des petits concours où j'offre des choses, mais je fais très rarement de rabais ou de soldes sur la boutique et je suis relativement contre en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas des multinationales, on est des petits créateurs, c'est déjà suffisamment difficile de vivre de ce genre de création, et si en plus on se met à faire les soldes derrière, je trouve qu'en fait on s'y retrouve plus. Enfin, moi en tout cas je m'y retrouve plus. Et puis pour moi, genre les soldes c'est vraiment fait pour la grande distribution. Enfin pour moi c'est pas du tout adapté à nos modes de vente à nous. Après, par contre, je suis pas contre avoir de temps en temps les frais de port offerts ou rajouter un petit goodies dans la commande, des choses comme ça. J'essaie toujours de rendre les commandes sympas. Je mets toujours une petite carte postale en cadeau quand on m'achète une affiche. Mais je le précise pas parce que c'est juste, j'ai envie de le faire et j'ai pas envie que les gens se disent « Ah, j'aurais dû avoir une carte. » Genre « Ah, j'ai commandé et j'aurais dû avoir ça. » L'effet surprise. Je préfère plus, voilà, tu reçois ta commande et tu te dis « Ah bah tiens, ça fait plaisir, j'ai eu un petit truc en plus, je l'avais pas anticipé. » Mais ouais, je suis pas forcément pour tout ce qui est rabais. Bah c'est marrant, enfin c'est sympa que tu parles du SAV, parce que je vois souvent je sais plus si c'est des clientes qui reçoivent et qui le postent ensuite. Ouais, et que je reposte c'est toi qui derrière. le reposte, mais souvent il y a des petits...
Je sais pas, des petits boubous, je sais pas comment t'appelles ça. Mais... Des brins, je mets des brins de fleurs séchées, je connais pas trop le nom de la variété. Enfin, il y avait du gypsophile, mais maintenant j'ai changé et je connais pas le nom de ce que je mets. Mais ouais, j'aime bien. Je mets des confettis, je mets des petites fleurs, un petit masking tape. Toujours rendre la commande jolie et sympa à découvrir. Enfin, moi, en tout cas, quand je commande chez les autres, j'adore le soin apporté au packaging. Enfin, d'autant plus quand tu commandes chez un petit créateur, je trouve que c'est là où t'as l'artisanat un petit peu. Voilà, ça prend tout son sens, en fait, de se dire que c'est quelqu'un qui vraiment manuellement a emballé ta commande, a pris le temps de faire les choses. J'écris toujours un petit mot pour remercier la personne. Enfin... On peut se le permettre, on n'a pas... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je peux me le permettre. J'ai pas 1500 commandes par jour, donc je peux prendre le temps de faire ça bien. Mais du coup, en contrepartie, voilà, je vais pas forcément faire des soldes et des trucs que d'autres grosses boutiques peuvent faire. Voilà, c'est un peu le... Puis la question des soldes, j'ai vu d'autres secteurs, notamment le secteur masculin en mode, je sais pas si c'est la même chose en femme, pardon. Il y a quelques marques qui ne font jamais de soldes. Je pensais notamment à la marque, c'est un blog aussi, Bonne Gueule. Ouais, je connais pas. Et leur politique, c'est jamais de solde parce qu'en fait, ils vendent leurs produits au juste prix. Ouais. Et le fait toujours de baisser les prix, ça habitue aussi les gens à se dire, de toute façon, j'achète pas maintenant, j'attends qu'il y ait des soldes. Mais complètement, en fait, les gens, ils sont trop habitués à ça. Et puis au bout d'un moment, finalement, c'est presque... on te jette la pierre parce que toi, tu fais pas de soldes et que les autres en font. Et moi, je veux vraiment pas tomber là-dedans. Et je veux pas habituer ma clientèle à se dire, ah bah oui, tiens, Léa, tous les 3 mois, elle nous sort un petit code promo. Donc, parce qu'en fait... Ouais, et puis même, en fait, voilà, moi c'est vrai que, pareil, mes prix de vente, ils sont vraiment calculés, je veux dire... Enfin, voilà, j'ai le coût de l'impression... Enfin, j'ai le temps de passer à faire la créa, j'ai le coût de l'impression, du papier, ensuite, tout l'emballage aussi. Alors ça, les gens, ils y pensent pas, mais alors, les affiches, c'est un truc de fou, comme on doit les protéger. Faut les mettre soit dans un film plastique, alors j'essaye d'éviter le plastique, alors je prends du papier, comment on appelle ça, glycine, là, c'est les papiers, petits papiers blancs un peu transparents, c'est biodégradable et tout, ça coûte une fortune. Plus derrière l'emballage, du coup t'es plus l'enveloppe. Carton plat ou tube? Ça dépend des formats, les petits formats j'essaie d'envoyer à plat, tout ce que je peux envoyer à plat je l'envoie à plat, ça va jusqu'au A3. Okay. Et au-delà du A3 je passe en tube, mais alors la Poste taxe les tubes. Donc il faut trouver des alternatives, donc j'ai des emballages qui sont carrés, enfin des fourreaux, enfin bref c'est toute une logistique et c'est énormément d'argent même tout bêtement hein, le sticker avec le logo, la petite carte de visite, tout ça les gens ils voient pas mais finalement c'est un investissement que derrière tu récupères pas, personne te paye ta carte de visite. Et du coup, tout ça mis bout à bout, ça fait que voilà, si on commence à solder les créations, enfin... Moi je trouve que ça perd son sens et puis nous on s'en sort plus et moi j'ai pas envie d'être frustrée en fait, enfin je fais ça par plaisir, je le fais pas. T'as oublié la TVA aussi? La TVA, tout ça. Miam 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 miam. Du coup on va vers la partie un peu projet. Ouais. Alors tu m'as dit en off que t'avais pas forcément beaucoup de projets à dire ou à dévoiler tout de suite, à communiquer. Du coup j'aimerais savoir un peu comment tu fonctionnes sur tes projets. Genre c'est une question assez large, donc est-ce que c'est pour tes projets perso, comment est-ce que tu fonctionnes dans ton traitement de ton projet, et pour les commandes, est-ce que c'est la même chose? Tu as le même processus, ou justement tu as une commande, bam, ça passe avant le projet perso, enfin, c'est toi qui vas me dire. Du coup, oui, alors pour répondre à ta dernière question, les projets clients passent toujours avant les projets perso, ça devient une priorité, voilà, du moment où le contrat il est signé, ça devient prioritaire. Les projets perso, c'est vraiment quand j'ai du temps libre. Il y a des moments, il y a des périodes de creux dans l'année, il y a des périodes où voilà, on a moins de projets clients, ou tu vois, genre tout début d'année par exemple, ou même des fois en septembre. Enfin, il y a des moments comme ça, il y a des périodes de creux. Et dans ces moments-là, je me dis, ah bah tiens, je vais me faire un petit truc pour moi, pour mon plaisir. Mais le reste du temps, les projets clients, c'est la priorité. Et puis, comment ça se passe? Ça se passe que les clients me contactent beaucoup via Instagram. Okay, donc on revient à Instagram, c'est vraiment le secteur, enfin c'est vraiment le moteur de ton activité. Moi oui, clairement, Instagram ça a pris le dessus sur n'importe quelle autre plateforme sur laquelle je suis. J'ai beau avoir un site internet, c'est essentiellement sur Instagram que les gens me trouvent et me contactent. Okay.
Je suis pas très bien référencée au niveau de mon site internet, je me suis jamais trop posé la question du référencement non plus, donc je vais pas m'en plaindre. Mais voilà, sur Instagram, il y a vraiment 99% de ma clientèle, je dirais. Donc voilà, on me contacte. Généralement, je les renvoie sur mon mail parce que tout ce qui est DM et compagnie, je trouve que c'est l'horreur de gérer les projets via téléphone interposé. Et puis sur Instagram, je retrouve pas des fois le pseudo de la cliente et tout. Je retrouve plus la conversation, c'est une vraie galère. Donc du coup, je demande toujours aux gens de m'envoyer un mail. Des fois, on s'appelle au téléphone. Des fois, on se rencontre si c'est quelqu'un qui est sur Nantes. Et puis, après, voilà, il y a toute la partie devis, validation du devis, signature du contrat, tout ça. Enfin bref, la créa, et puis voilà. Et tu prends combien de temps? Parce que ça, c'est une question que je me suis posée. Combien de temps tu prends pour faire une illustration? Ça dépend de la complexité, forcément, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du sujet, du détail, de tout ça, du format. Du coup, peut-être pas les projets pro parce que c'est différent, mais toi, tes projets perso. Mes projets perso. Je me chronomètre pas. Non, je suis très nulle à ça. J'ai pas une très bonne estimation de mon temps de travail, surtout parce que je fais jamais une illustration d'une traite. Je la fais en... Tu laisses digérer un petit peu le truc. Ouais, en fait, ça me prend. Je vais bosser dessus pendant 4-5 heures d'affilée, je suis à fond. Puis après, je sais pas, il faut que j'aille dormir ou manger ou faire quelque chose. Et après, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Une fois que j'ai arrêté, j'ai du mal à m'y remettre. Et du coup, des fois, je m'y remets une semaine plus tard. Donc du coup, j'ai vraiment une très mauvaise visibilité sur le temps que je passe. Mais je sais pas, je pense qu'une journée de travail, une bonne journée de travail sur une illustration, ouais, c'est cohérent. Et du coup, quand je dis une journée, je veux dire 7-8 heures, quoi. Ouais, c'est ça, 8. Parce que du coup, ça, c'est une question que tous les débutants se posent. Comment je facture ? Ouais. Au temps passé, enfin la complexité, peu importe. T'as des astuces, des sites vers lesquels renvoyer, des bouquins peut-être aussi ? Alors non, des bouquins non, des sites, il y en a qui existent, mais alors je vais pas avoir les noms en tête, mais il y en a qui existent où tu peux dire voilà à quel niveau tu as en tant que designer, est-ce que tu es junior, senior, ceci, cela, qu'est-ce qu'on te demande de créer, et ça va t'estimer un petit peu à peu près le tarif horaire que tu peux proposer. Après, moi, je fonctionne beaucoup au forfait, c'est-à-dire que du coup, comme j'ai une mauvaise visibilité de mon temps de travail, j'ai du mal à facturer à l'heure, donc du coup, j'ai créé un peu des forfaits. Par exemple, un faire-part, je le vends tant, un logo, je le vends tant. Après, j'ai des options, bien sûr, parce que des fois, tu vas avoir un client qui va vouloir... En fonction des retours, tu veux dire ? Comment ça ? Par exemple, si le client dit ok tout de suite, ok, c'est bon pour lui, ou le client qui va te renvoyer 40 fois le... Alors les retours, je les comprends dans mon forfait, enfin je comprends deux retours dans le forfait. Donc 2 corrections sur le projet. Alors après, je précise quand même que genre un retour, ça peut être plusieurs détails, hein. Un retour, c'est pas forcément une seule modif. Donc 2 retours. Et au-delà du 2e retour, je facture du coup à l'heure. Et l'heure de travail, elle est à 50 €. Donc après, voilà. Okay. À partir de là, le client, soit il devient moins chiant, soit il devient plus concis. Parce qu'aussi, il y a des clients qui savent pas trop ce qu'ils veulent et qui vont te faire 150 retours, pas tellement parce qu'ils sont mécontents, mais plus parce que ils savent pas où ils vont, et du coup, ils vont te faire essayer 1001 trucs. Et en fait, il faut leur faire comprendre que non, tu peux pas travailler... Enfin, si tu peux, mais tu payes. Oui, voilà. Après, tu peux, mais tu payes. Et du coup, à partir du moment où ils ont cette notion de genre supplément horaire, ils se disent... Ah oui, alors là, je vais un peu plus être clair dans mon mail, tu vois, envoyer un mail bien précis brief, avec ce que tu veux. Un bon brief de départ, déjà, c'est la base. Et voilà, après, j'essaie de vraiment limiter les retours au maximum. Chacun est libre de toute façon de fixer ses prix. Et puis il y a plein de variables. Il y a le prix du temps de travail, il y a combien tu veux gagner. Il y a aussi, il faut prendre en compte où tu vis, le loyer que tu payes, le matériel aussi, il faut rentabiliser le matériel. L'amortissement, oui. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Et après, j'ai envie de dire que moi, j'ai rien contre... Enfin, je veux dire, chacun fixe ses prix comme il a envie, du moment qu'il est capable de les expliquer derrière. Enfin, je veux dire, si le client vient et dit, ok, alors j'ai bien compris votre devis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes à temps alors qu'un tel est à temps, si tu peux l'expliquer
pas de Oui. problème. Mais voilà, moi je fixe des prix que j'estime être honnêtes et que derrière, voilà, si mes clients me demandent, je peux leur expliquer sans problème pourquoi. Est-ce que tu penses être au juste prix ou est-ce qu'on t'a déjà dit, pas forcément des clients mais d'autres designers, te dire monte un peu, tu vaux plus que ça, enfin... Ouais, je pense qu'on a tous un peu ce syndrome de l'imposteur où on n'ose pas forcément. Bah alors. Ouais, non, mais c'est difficile après parce qu'aussi il y a des moments où tu te dis est-ce que je veux absolument ce projet-là et du coup je propose un devis qui est intéressant Ah oui. ou est-ce que je peux me permettre de passer à côté du projet? Enfin, tu vois, Tu il y a sais aussi pas s'il y a cette notion de... des compétitions, enfin si c'est une compétition entre plusieurs Ouais. personnes, tu sais pas. C'est tout seul sur le truc et c'est que toi qui Ouais, que puis toi qui le veux. des fois tu vas avoir des clients qui vont négocier le prix et des fois tu vas avoir des clients qui vont tout de suite dire ah bah non, genre c'est trop cher, je m'en vais. Alors qu'à la limite, nous, je pense qu'auto-entrepreneurs, on préfère... Enfin non, faut pas que je parle pour les autres, mais je pense qu'on aurait peut-être tendance à préférer que quelqu'un nous dise bah écoutez, voilà, là, votre prix il est un peu trop élevé. Et nous, on peut toujours revoir un devis. Alors, pas forcément faire un rabais, mais par exemple, on peut enlever des choses. Parfois, notre client n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on lui propose. Dans une identité visuelle ou quoi, on va vendre un logo, on va vendre... Il y a il y a les typos, les couleurs, tout ça, il y a la signature mail. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte que parfois ton client n'a pas forcément besoin. Et si ton client n'est pas prêt à mettre ce prix-là, tu peux dire, bah écoutez, dans ces cas-là, on enlève ça, on enlève ça. Un logo aussi, souvent, on fait plusieurs pistes. Moi, quand je propose un logo, je fais toujours plusieurs versions. Enfin, c'est-à-dire que je propose toujours entre 2 et 3 propositions. Et ensuite, à partir de la proposition qu'on définit ensemble avec le client, on travaille le logo final. Et si un client n'a pas trop de budget, moi je peux dire bah, dans ces cas-là, je vous fais une seule proposition ou 2 propositions, et du coup à moindre coût. Et vous partez sur cette base-là pour ensuite... Voilà. Okay. Donc je pense qu'un devis, ça peut se retravailler, mais il y a aussi des clients qui deviennent fantômes du moment où tu envoies le devis. Il y a des clients qui disparaissent. J'ai une question par rapport à ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail, dans tes projets? C'est quoi? Tu parlais de typo, tu parlais d'affiches, de logos aussi. J'ai vu des logos, le tien, j'ai vu ta carte de visite tout à l'heure. Ouais, mon logo, c'est pas ma plus grosse fierté. J'ai fait le logo de Lorraine Kim Min, qui est photographe à Nantes récemment. Je fais pas beaucoup de logos, mais j'en ai fait quelques-uns. C'est pas ma tasse de thé. J'aime ça, mais c'est très difficile. Je trouve ça très difficile. J'aime beaucoup, mais c'est beaucoup de temps à passer et c'est pas le truc le plus évident pour moi. Non, moi c'est l'illustration vraiment qui me branche le plus. C'est vraiment l'illustration. J'aime aussi beaucoup la mise en page. InDesign du coup. InDesign, ouais, j'aime beaucoup InDesign. J'aime beaucoup... Mais l'illustration, ouais, c'est vraiment le truc qui me parle le plus. La typo, j'aime ça, mais j'y connais rien. Donc, je veux dire... C'est énorme, enfin... Ouais, c'est un métier. Ouais. Et là, ça aussi, les gens prennent pas forcément ça en compte. Enfin, les gens se rendent pas forcément compte, mais c'est vraiment un métier, quoi. Ce que je vais te proposer, du coup, si tu veux bien, là, on va faire une ellipse dans le podcast. Ouais. On va aller manger le tiramisu. Ah oui! Parce que c'est le goûter. Ouais. Et on reprendra après sur la carte blanche. Si on a réussi à le digérer... Gentil. Si tu m'as pas empoisonné. A priori, non, ça devrait aller. Bon, je vais le chercher alors. Ça marche. Miam 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 miam. Donc nous revoilà de l'ellipse tiramisuesque. Tiramisuesque, c'est beau. Qu'est-ce que t'en as pensé? T'es malade? Ça va? Je me sens pas très bien, mais... non, c'était très bon. C'était parfaitement... Dans le cadre? Parfaitement pas au spéculoos. Non, c'était très beau. Très bien. Du coup, là, c'est le moment que tout le monde attend. Hein. C'est la carte blanche de Léa. La carte rose. La carte rose de Léa, bien joué. La carte rose de Léa. Donc là, t'as du temps pour parler d'un sujet qui t'intéresse et qu'on n'a pas forcément abordé dans l'interview. Et donc, je voudrais te parler des écureuils dans leur habitat naturel. Non. On cut. Non, ouais, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On pourrait parler de voyage. C'est peut-être le truc sur lequel j'ai le plus de choses à dire, je pense. C'est un peu ma passion. Nous t'écoutons. Quoi dire? Non, mais oui, le voyage pour moi, c'est vraiment une énorme partie de ma vie. Ça s'est fait progressivement. C'est
Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant avec mes parents, j'ai eu de la chance, mais c'est vraiment, je pense, à l'âge adulte où j'ai pris plaisir à voyager seule. Et ça n'a pas toujours été facile, mais... Voyage solo, du coup? Ou voyage organisé, enfin, pas organisé, mais en groupe? Voyage solo, ouais. Bah, non, j'ai un super... Peut-être que tu le connais, Michael Pineton. Je crois pas. Et le mec fait des voyages solo. Il a fait Paris-Téhéran à vélo. Enfin, il a un podcast aussi. Donc, Ok, je le mettrai dans la cool. description et je t'enverrai le lien, mais c'est... Je suis pas fermée au voyage à plusieurs ou à deux ou quoi, j'adore ça aussi, j'adore partir avec, voilà, avec des amis ou autre, mais j'ai eu l'expérience de voyager seule plus d'une fois et je trouve que c'est là où on fait les plus belles rencontres et c'est aussi là où on est le plus ouvert à la découverte, aux autres en général. On s'enferme moins dans notre confort et on se challenge plus et en fait je trouve qu'on en tire vraiment des trucs... Ouais. Ah bah, clair. Moi aussi, je préfère voyager... Enfin, si j'ai le choix, je préfère voyager tout seul parce que justement, j'ai tellement d'anecdotes. Quand j'étais à Moscou, par exemple, je me suis baladé dans le métro de Moscou et je me suis retrouvé à faire la visite du métro de Moscou avec un groupe de Canadiens que j'avais rencontré dans le métro et j'aurais été avec quelqu'un d'autre, ça serait jamais arrivé en fait. Ouais, je pense qu'on est, on est plus à même de... Enfin, on est plus spontané et on va plus saisir une opportunité ou... Enfin, voilà, on s'ouvre vachement plus, quoi. En fait, je veux dire, tu dis que tu voyages seul, mais le but, en fait, pendant ton voyage, c'est de rencontrer des gens et du coup, d'être le moins seul possible parce que t'as pas forcément envie d'être non-stop tout seul, même si, des fois, ça fait du bien aussi de déambuler seul. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à faire des photos, des façades, des jolies portes, des choses comme ça. Et quand je suis en groupe, je me sens toujours un peu frustrée parce que je vois bien que le groupe m'attend, tu vois. Même si les gens me disent non, mais Léa, t'inquiète, vas-y, prends ton temps. C'est pas pareil, tu te sens moins libre. Et puis aussi, j'aime pas forcément organiser mes voyages. Genre, j'aime pas forcément me dire tel jour je fais ça à telle heure. Le fait d'être seule aussi, ça permet d'être complètement libre. Voilà, genre, est-ce que j'ai envie de manger? Oui, non. Je dépends pas des autres, tu vois. Genre, T'as pas de compte à rendre en fait. Voilà, j'ai pas de compte à rendre exactement. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est le but, enfin pour moi, c'est le but d'un voyage. Vraiment, tu fais ce que tu veux. Puis t'as pas de. Ça t'est toujours arrivé de voyager en couple forcément, Ouais. et l'un a envie de faire quelque chose, l'autre a envie de faire autre chose, Ouais. et ça peut créer des tensions alors que c'est tout seul. C'est ça, et puis même, par exemple, je sais, tu vois, se mettre d'accord sur là où t'as envie de manger, l'heure à laquelle t'as envie de manger. Moi, genre, j'ai des amis, je me souviens avoir des copines qui sont venues me voir à Budapest où c'était, de toute façon, la journée elle a pas commencé tant qu'on n'a pas pris le petit-déj. Et alors que moi, genre, je mange mon premier repas de la journée, il est à 15h en général. Donc, D'accord. Du coup, c'est vrai que dans ces moments-là, toi, tu dis, bon, allez, on va aller prendre un petit déj parce que, oui, t'as envie de faire plaisir aux autres, mais en même temps, du coup, tu te frustres, enfin, tu te contrains toi-même. Et voilà, c'est vrai que ça peut créer des tensions facilement. Je sais que le peu d'expérience de voyage que j'ai eu à plusieurs, je peux pas partir plus d'un 4-5 jours, quoi. Au bout d'un moment, les gens me tapent sur les nerfs, alors que c'est mes amis et je les adore, mais on n'a pas tous on peut pas tous vivre ensemble, quoi, c'est tout. Toi, tu vis alors au créneau horaire du goûter en fait. 15h, c'est le goûter. Ouais, voilà. Mais pourtant, je mange quasiment que du salé, donc je suis je suis déréglée. Non, mais oui, c'est vrai que j'ai des habitudes alimentaires qui sont assez J'ai vu ça. particulières. Non. Et je mange de façon intuitive. Je mange quand j'ai faim. Alors après, j'espère qu'il n'y a pas trop de diététiciens qui écoutent le podcast parce que je suis sûre qu'il y aurait des choses à redire, mais je mange quand j'ai faim. Et au final, j'ai pas faim le matin et j'ai pas très faim le midi. Et j'ai faim à partir du début d'après-midi. Ça, c'est intéressant parce que je pose beaucoup de questions tout seul. Et c'est vrai que le rythme de matin, midi et soir, c'est un rythme de travail lié à une entreprise ou à un cadre extérieur. Alors que quand toi t'es freelance par exemple, moi aussi, on s'en fout en fait. On peut manger à midi, 14h, 15h. Quand j'étais en entreprise, je me rendais compte que j'avais faim le midi parce que déjà à partir de 11h30, tes collègues commencent à te parler de bouffe. Parce qu'à partir de midi, tu commences à sentir les odeurs de bouffe parce que s'il y a un espace, cafétéria dans l'entreprise ou quoi, les gens vont réchauffer leur tupperware et compagnie. Et donc du coup, forcément, il y a tout ça qui fait que dans ta tête, ça cogite et puis tu te dis, ah bah oui, tiens, en fait, moi aussi, j'ai faim, ça commence à gargouiller.
Mais moi, toute seule dans mon bureau, en fait, je me fais une tasse de thé le matin et genre, en fait, je travaille, je réfléchis pas, je regarde pas l'heure. Et tout d'un coup, j'ai faim, il est 15h, quoi. Mais je pense qu'aussi, c'est vachement ancré dans les mentalités de, voilà, petit déjeuner, dîner. Enfin, on est très formaté à manger 3 fois par jour et tout. Et apparemment, c'est bon pour la santé. Donc, je vais pas donner de conseils ou quoi. Mais moi, si je m'écoute, j'ai pas faim matin, midi et soir. J'ai pas faim 3 fois par jour. Et encore moins aux horaires auxquels je devrais avoir faim. Je pense que c'est un sujet énorme, ouais. la nutrition. Alors qu'on avait dit qu'on parlait de voyage. Mais je pense par exemple aux super sportifs. C'est genre, ils ont 15 repas dans la journée avec des trucs adaptés et tout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'eux, ils auraient des trucs adaptés et que... Enfin, il y a une norme, en fait, de manger... norme corps, je sais pas comment on appelle ça, mais genre matin, midi et soir. Et il y en a qui mangent, j'ai n'importe quoi, là, genre, je crois que j'avais un truc sur Dwayne Johnson, The Rock. Ouais. Le mec mange 15 fois pas dans la journée. Ouais, non, mais c'est sûr que... Enfin, après, ça dépend aussi. Voilà, est-ce que tu manges pour manger ? Est-ce que tu manges pour te faire plaisir ? Est-ce que tu manges pour une performance sportive derrière ? Enfin, pourquoi est-ce que tu manges, tu vois ? Moi, je mange vraiment par gourmandise et par plaisir, et du coup, je mange pas... Par obligation. Par obligation, jamais. Et du coup, c'est vrai que ça arrive énormément de fois où je saute les repas parce que, en fait, j'ai pas faim et je me dis pourquoi est-ce que je mangerais juste pour dire, j'ai mangé. Ok, j'ai mangé, il fallait manger, j'ai mangé. J'en ressens pas le besoin Et j'ai trouvé un lien entre ce qu'on vient de dire sur la nourriture et le voyage, c'est que moi je sais que quand je voyage, je mange local. Ouais. Et ça, c'est génial. Enfin... Je suis... J'essaye un maximum de manger local parce que j'ai envie de découvrir la cuisine et tout. Après, j'aime aussi manger... McDo. Non. Alors moi, déjà, clairement, ma priorité dans les voyages, c'est la bouffe. Genre, quand je prévois un voyage, je prévois où est-ce que je vais manger. Genre, je regarde les adresses, les cafés, les brunchs, les... Sur Mapster ? Ouais, sur Mapster, pardon. J'ai eu un bug. Ouais, je regarde les adresses sur Mapster. Cette application, je l'ai découverte assez récemment. De toute façon, je pense pas qu'elle soit trop vieille, mais je l'utilise depuis moins d'1 an. Ouais, moins d'1 an. Et j'adore, ça m'économise énormément de temps passé à faire des petites listes. Faire des boards Pinterest, je trouvais ça sympa. Alors moi j'adore aller sur Pinterest avant d'aller quelque part parce que du coup tu tapes le nom de la destination, tu vas tout de suite voir les endroits clés à visiter et tout ça. Mais tu vas pas forcément... Des fois tu vas avoir une belle photo d'un joli café ou d'un joli brunch, tu sais pas pour autant l'adresse ou le nom et tout ça. Et sur Mapster, l'intérêt c'est du coup de pouvoir enregistrer toutes ces adresses et piquer les adresses des autres en fait. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, moi je passe énormément de temps à noter les adresses. En fait, quand je regarde les stories sur Instagram de gens en voyage quelque part et qui mettent, je sais pas, une jolie photo d'un brunch et ils taguent le restaurant, je vais tout de suite sur mon master, je rentre l'adresse et peut-être que je visiterai absolument jamais cette ville et peut-être que je mettrai jamais les pieds dans ce café, mais si un jour, voilà, l'adresse elle est déjà enregistrée et je trouve ça d'une simplicité... C'est vrai. Un appel à Mapster, faites un partenariat avec Instagram, comme ça on peut directement mettre un... Ah ouais, on clique et hop là. Ça serait le pied, depuis le profil Instagram, de pouvoir direct l'ajouter, ce serait génial. Après c'est beaucoup de temps à passer et moi j'essaye... Enfin, en fait la toute première fois où j'ai dû télécharger l'application, j'ai dû passer plusieurs heures à noter toutes les adresses que je connaissais déjà, toutes les adresses que j'avais déjà testées, en France et ailleurs, enfin tu vois, c'est le monde entier. Et maintenant que j'ai rentré toutes les adresses quasiment que j'ai déjà testées, ce que je rentre c'est surtout les adresses des autres quoi. Donc du coup d'aller chercher comme ça à droite à gauche. Puis en prévision d'un voyage bien sûr quoi, genre mais ça me fait rêver en fait, j'adore. Ça me donne enfin tu vois, je regarde ma map et puis je me dis ok, faut que j'aille là parce qu'il y a plein d'endroits cool, plein d'adresses. Je suis très brunch, donc j'enregistre beaucoup de brunch. Dans le monde entier. Dans le monde entier. À tout moment, je peux prendre un brunch à Moscou, tu vois. Allez. Ok. T'as peut-être d'autres trucs à dire sur le voyage Sur le voyage ? Écoute, je sais pas. Sinon, j'ai d'autres questions. Moi, j'ai... Vas-y, si t'as des questions, je t'écoute. Parce que j'ai peut-être pas de choses trop intéressantes à dire. Si. Je pense qu'ils sont tous d'accord. Mettez en commentaire s'il y a des... Si, c'est inintéressant. J'ai peut-être 3 dernières questions, du coup. Une, je l'ai déjà posée tout à l'heure en off, c'était ton mot préféré. Mon mot préféré ? Ouais.
À quoi j'ai répondu pupitre. Je sais pas, je dois expliquer pourquoi ? Non, Non. les gens se contenteront de ça. Pupitre. Voilà. Tant pis pour vous. Est-ce que t'as des artistes ou des personnes que tu aimes ce qu'elles font ou leur comportement, peu importe, et que t'aimerais mettre en avant là maintenant ? Bon, il y en a tellement de gens que j'admire, donc la liste est longue, mais... Ça fait un peu liste des Césars, je dois remercier. Ouais. Non, c'est horrible. C'est horrible de devoir choisir. Après, comme tu m'avais un peu posé la question en avance, j'y avais réfléchi et j'ai choisi 3 personnes qui évoluent dans des milieux... Enfin, comment dire, dans des univers. Avec des médiums différents, on va dire. Okay. Des créateurs, mais qui utilisent des médiums différents. Donc, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais Chloé Fleury, pour qui j'ai travaillé à San Francisco, qui est une paper artist dont je suis absolument fan du travail. Et que si les gens ne le connaissent pas, il faut absolument aller voir ce qu'elle fait, parce que c'est aussi coloré que mon feed d'Instagram, voire plus. Et pour le coup, je pense que Chloé, c'était d'ailleurs ma toute première inspiration de feed d'Instagram parfait. C'est d'une beauté, voilà... à toute épreuve. Chloé, si tu nous entends. Ensuite, une illustratrice dont j'aime beaucoup le travail, c'est Léa Maupetit. Pas parce qu'on porte le même prénom, mais parce que voilà, elle a vraiment un trait de crayon qui est hyper naïf et qui est genre tout ce que je ne sais pas faire et que je trouve vraiment super beau. Elle dessine aussi beaucoup des plantes et des coquillages, des choses comme ça, mais d'une façon... je sais pas comment dire, c'est naïf, c'est très beau, et les couleurs sont magnifiques. Les deux, on peut les retrouver sur Instagram ? Oui, mais tout le monde, on peut retrouver sur Instagram. Je vais les mettre. Je citerai jamais quelqu'un qui n'est pas sur Instagram. Et la dernière, c'est Chacuicui. Chacuicui. Trop mignon. Qui est une céramiste. Ça se dit une céramiste, enfin, quelqu'un qui travaille la céramique et qui fait, entre autres, tu vois le petit pot qu'il y a derrière toi. Ça ? Ouais. Okay. Elle fait des céramiques qui sont super belles et on peut en retrouver à Nantes dans certaines boutiques. Elle a même ses créations chez Des Petits Hauts, qui est une boutique dont je suis un peu fan. Et voilà, c'est très beau ce qu'elle fait, c'est très mignon et j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux décrire du coup ce que tu vas montrer, ce qu'il voit pas ? Ouais, alors c'est un petit cache-pot festonné avec c'est quoi, c'est des petits cœurs, je crois que c'est des cœurs. Ouais, c'est des petits cœurs roses. Elle fait que des choses comme ça, c'est très mignon, c'est coloré, des petits confettis, des petits cœurs, des petits arcs-en-ciel. Je sais pas si c'est pour les enfants ou pas, mais moi j'adore. Tant mieux. Voilà. Et du coup, j'avais une question un peu bizarre, je sais pas si tu l'as préparée. J'adore les questions bizarres. Quelle est ta rencontre la plus folle, étrange, cool ou drôle avec quelqu'un de connu ? Donc la rencontre avec quelqu'un de connu doit être étrange, drôle. Voilà. Par exemple, moi, je sais qu'il y a un mois, j'étais venu avec mon frère à Nantes et je conduisais sur la route et j'ai dit tiens, la veille, j'ai vu le spectacle de Ken Kojandi, qui est trop drôle d'ailleurs. Et je me dis ça serait stylé de le voir genre comme ça et tout. Donc on se balade dans Nantes et tout. Et entre la place Royale et la rue, là où il y a tous les trams, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, c'est la rue d'Orléans, je crois. Et là, je me balade, il y a plein de monde. Et là, je vois un mec avec une capuche bleue qui vient vers nous. Et je fais, je vais à mon frère, putain, c'est Ken Kojandi. Et le mec, donc il passe juste à côté de moi. Je fais, bonjour. Le mec, je me retourne. Il se retourne, il fait, yo. Et il s'en va. Génial. Trop drôle. Donc du coup, voilà, c'est... Ah ouais, mais ton histoire, elle est vachement cool. Mais moi, j'ai pas d'histoire super cool. J'ai croisé beaucoup de fois. J'ai croisé des gens célèbres dans ma vie, mais on n'a pas vraiment interagi. Après, je dirais que peut-être la personne la plus célèbre que j'ai croisée, c'était à New York, et c'était Adam Levine, qui est le chanteur de Maroon 5. Maroon 5, toi trouvé de partout, de la tête aux pieds, voilà. Qui chante trop bien. Qui a été élu homme le plus sexy du monde en 2016 ou 2017. Et voilà, et c'était rigolo parce que je marchais sur le trottoir toute seule, et puis et en fait il était accompagné de, je pense, sa compagne, et en fait je regarde cette femme parce qu'elle était très maigre, et enfin je bug en fait, je me dis oh là là, on devait être en été et je pense qu'elle était en crop top, et enfin bref je bug sur son ventre, je me dis waouh, elle est super maigre cette fille, et je lève la tête et je la regarde, et du coup naturellement je regarde le mec qui l'accompagne, et en le regardant je me dis tiens c'est marrant, il me dit quelque chose, mais sur le coup je capte pas, il me regarde, on échange un regard, et je continue de marcher,
Et tout d'un coup, je me dis, mais non, mais en fait, je crois que c'était le gars de Maroon 5, mais pas complètement sûre de moi pour autant. Et à ce moment-là, je m'aperçois que la fille qui marchait juste devant moi enfin, en gros, on est deux à se retourner d'un coup. Toutes les deux le choc. Et en fait, je pense que le fait qu'elle soit retournée, je me suis dit, je suis pas folle, on vient de croiser qui je pense, et du coup, c'était assez rigolo. Après, voilà, il s'est rien passé, il m'a pas fait sa demande en mariage. Je veux dire, rien à signaler de si excitant que ça, mais c'était cool quand même. C'était cool. Mais c'est vrai que c'est des gens qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Ouais. Et le fait de les voir en vrai, on doute, est-ce que c'est vraiment la personne ? Ouais, complètement. Et puis comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai une bonne mémoire visuelle, mais une très mauvaise mémoire aussi des noms. Du coup, sur le coup, je suis genre, je le connais, mais c'est qui ? Enfin, vraiment, j'ai mis un petit peu de temps, et puis après, j'ai quand même vérifié mes sources, j'ai vérifié qu'il était bien à New York, le jour où je l'ai croisé, tout ça. Et... Bah moi, Ken était en spectacle à Nantes à ce moment-là, donc c'était bien lui. Donc t'as aucun doute. Et puis de toute façon, avec le yo, je pense que ça pouvait être que quelqu'un de célèbre. Ou quelqu'un qui... Mais j'aime bien cette question. Voilà. J'en ai préparé d'autres pour d'autres interviews, mais ça sera dans d'autres interviews. Ah, donc c'est ici qu'on se sépare. Je sais pas. Enfin, c'est la fin. J'ai plus trop de questions hein, après. Ah si, j'ai une dernière question. Wes Anderson. Wes Anderson pour l'interrogation. C'est ça. C'est l'homme de ma vie. On peut s'arrêter là. Point. Bah ouais, Wes Anderson. Je suis fan de Wes Anderson. J'ai pas tout vu, donc je suis une mauvaise fan. Moi j'en ai vu qu'un. Ah, t'es pire que moi. Grand Budapest Hotel. Ouais. Bah après, s'il y en avait qu'un à voir, je dirais que c'était celui-là. Mais derrière, tu vois, il y a mon petit hôtel à Wes Anderson. Bah, je l'ai pas vu celui-là. Moonrise Kingdom, esthétiquement aussi plaisant que Grand Budapest Hotel, si ce n'est beaucoup moins rose, mais tout aussi beau. Ah, c'est le visuel qui t'attire chez ces films et pas tant les histoires du coup. Non, les histoires... Enfin, je sais pas. Grand Budapest Hotel, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois, dans un Wes Anderson, il y avait vraiment un début, une fin... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie histoire... qui parfois je trouve manque à d'autres de ces films, qui sont moins cohérents sur toute la longueur. Moonrise Kingdom par exemple, il y a une histoire mais... Spoil pas. Hein. Non, je dirais rien, mais c'est plus... Je sais pas, ouais, c'est beaucoup plus l'esthétisme qui m'attire, mais je pense comme beaucoup d'autres personnes dans ces films. Après, ouais, il y en a d'autres qui sont vraiment cool. Il y a le Darjeeling Limited, il y a le truc avec Steve Zissou, là... Attends, j'avais noté quoi ? J'avais L'île aux chiens, La famille Tenenbaum. Ouais, alors lui, il est aussi super beau, très loufoque. Oui, j'ai pas vu L'île aux chiens. Et je pense pas que je le verrai. Enfin, à moins qu'il passe à la télé ou autre. Mais ça me... Je sais pas, ça m'attire pas. Je suis pas fan de tout ce qui est dessin... Comment on dit ? Dessin animé. En stop motion, des choses comme ça. Ouais, je crois que ça a été fait, tu sais, un peu comme Wallace et Gromit, genre... On peut te les modeler, ouais, ok. Ouais, et en fait, non, je sais pas, ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Mais par contre, il en aura un nouveau, je sais pas quand, là, peut-être l'année prochaine, qui a été tourné à Angoulême. Ah, j'ai vu ça, ouais. Ouais, et du coup, rien que pour ça m'intrigue énormément. Je sais pas du tout... de quoi ça va parler, mais rien que le fait que ça a été tourné à Angoulême, je trouve ça... Donc c'est Arthur, Pod Podcast, je me rends compte que l'interview, en fait, on a continué à discuter et l'interview s'était arrêtée. Donc il me manque un bout où on parle un peu de Wes Anderson, mais vous avez rien loupé, enfin, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de deux façons. La première en vous abonnant à ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer Le Goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegouter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez podcast-le-6 goûter sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegouter.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien. Miam 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 miam.